Bonjour à vous, pèlerins du web. Dans la vidéo précédente, en annexe du périple de Rollon, nous avons listé les grandes personnalités qui ont marqué le phénomène viking. Avant de traiter du contexte géopolitique de la Francie occidentale contemporaine de l'arrivée et de l'installation de Rollon en terre normande, nous nous proposons d'avoir une vue synoptique sur les principaux raids vikings en les listant sur une carte de manière chronologique. La troisième et dernière vidéo annexe qui suivra fixera le contexte géopolitique de la Francie occidentale, contemporaine de l'arrivée et de l'installation de Rollon en terre normande. Nous savons que les Vikings appartiennent à deux ethnies, la danoise et la suédoise. Ces derniers sont appelés Varegs par les Slaves orientaux et les Byzantins. Nous savons également que Danemark, les parties sud de la Suède et de la Norvège, constituent les trois territoires de ce que l'on appelle la Scandinavie méridionale. Enfin, nous avons vu que l'âge des Vikings s'étale de 750 à 1066. La chronologie des raids. Les deux premiers raids sont régionaux. Ce sont des Suédois, qui sont tout naturellement orientés vers l'Est à travers une Baltique qui leur est connue. Le premier raid s'effectue sur Salm en Estonie en 750. Le deuxième, en 753, est plus ambitieux et pénètre plus profondément vers la future Saint-Pétersbourg et aboutit à la fondation de la première colonie Vareg en Russie. Les Norvégiens entrent en piste. Eux ont plutôt une propension à s'étendre vers l'ouest avec pour frontière la vaste et énigmatique mer du Nord. En 787, trois dracars audacieux vont longer le littoral continental de la mer du Nord, dépasser les côtes de la Frise et, arrivés à l'embouchure de la Manche, ils passent sur le côté littoral anglais. Ils évitent le grand port de Douvres et cabotent plus loin vers l'ouest à la recherche d'un endroit convenable. Cette expédition pourrait s'agir d'une expédition de reconnaissance et motivée par la curiosité et l'excitation de la découverte de nouveaux horizons. Ils dépassent l'île de Wight et débarquent sur l'île anglaise de Portland dans le Dorset. Là, le préfet royal de Dorchester vient à leur rencontre. Il les prend pour des marchands et leur demande de s'acquitter de la taxe douanière. Mauvaise idée. L'instant d'après, une épée viking lui transperce l'abdomen de part en part. Entre 788 et 792, les raids norvégiens vers le sud-est anglais se poursuivent. Les expéditions débutent au printemps et se terminent en automne. En 792, Offa de Mercie, roi depuis 757, et alors donc maître de Mercie, mais aussi de l'Est-Anglie, du Kent et du Sussex, commence enfin à prendre des dispositions pour la défense du Kent contre les raids perpétrés par ces peuples païens. À l'instar de Charlemagne, avec lequel il entretient une correspondance assidue, il fait renforcer les ports et fait patrouiller ses navires le long de son littoral. Pour info, on doit à ce puissant roi la construction de la digue d'Offa, une barrière de terre de 130 km de long, édifiée à la frontière du pays de Galles. Suivant la voie ouverte par les Norvégiens, les Danois effectuent le quatrième raid. Il est le plus représentatif de ce qu'est un raid viking, en tout cas le plus commenté à l'époque. Ce raid fut un vrai coup de tonnerre pour le monde civilisé. Ce raid se perd sur Lindisfarne, le 8 juin 793. Il semblerait que ces Vikings aient embarqué à partir des côtes norvégiennes. L'aventure était risquée, car il s'agissait de faire directement la traversée en eau profonde de cette inconstante mer du Nord, trop souvent enveloppée d'épais brouillards, effaçant le soleil et qui brouille la navigation aux étoiles. Il semblerait
que ces Vikings utilisèrent leur première boussole magnétique. Ce fut un exploit spectaculaire. Le butin fut conséquent. L'église bénédictine de Lindisfarne fut pillée et plusieurs esclaves sont ramenés en terre danoise. À partir de ce moment, l'Ouest lointain s'ouvrait aux Scandinaves, leur offrant la promesse d'avoir à cueillir les richesses des grandes terres et de leurs cités légendaires, celles décrites par les descendants des Angles et des Jutes qui leur rapportaient les exploits de leurs aïeux en terre britannique. Rappelons-nous que Angles et Jutes, mais aussi les Saxons, commencent leur raid vers le littoral de Grande-Bretagne dès 250. L'année suivante, en 794, les mêmes Danois reviennent dans la région et ce fut au tour de l'abbaye voisine de Munwerkmund Jarrow d'être pillée. Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, suivant leur bonne fortune, toujours aussi étonnés par la naïveté des résidents qui entassent des richesses dans des lieux défendus par des hommes sans armes et en soutane, ils poursuivent leur navigation vers le nord. Ils dépassent l'archipel des Orcades et atteignent l'île de Iona dans les Hébrides inférieures. En 795, ils reviennent aux Hébrides avec plus de matériel. Ils attaquent l'abbaye d'Iona dans les Hébrides inférieures et accostent pour la première fois en Irlande. Ce premier accostage se fait sur l'île de Lambay, en mer d'Irlande, en regard de Dublin. L'île est ravagée. D'autres vikings danois, suivant la côte continentale, contournent la Bretagne, descendent le littoral du golfe de Gascogne, évitent d'accoster sur la terre du Grand Charles, lequel, à l'instar d'Offa de Mercie, avait fortifié ses ports littoraux, et débarquent loin de leur base, à l'extrême sud, sur le littoral navarrois, en regard de Pampelune. Là, pour la première fois, une alliance est conclue avec des locaux. En effet, les Vikings, moyennant une importante part du butin, aident le roi des Asturies contre les occupants sarrasins. Ce n'est que 4 ans plus tard, en 799, que, plus en confiance, les Vikings opèrent leur premier accostage en Aquitaine, sur l'île de Noirmoutier qu'ils ravagent. Charlemagne, comprenant le réel danger que représentent ces nouveaux arrivants, fougueux et téméraires, développe alors une marine de défense et la fait tenir en alerte permanente dans tous les ports de la côte atlantique. Cette mesure, bien qu'efficace, ne sera pas maintenue après sa mort, en 814, car trop coûteuse. Les raids vont alors se concentrer sur le nord de l'île de Grande-Bretagne. En 802, les Vikings s'emparent des Orcades. Ce territoire est le premier à être conquis. Il ne s'agit pas d'une colonisation, mais bien d'une conquête. Les Orcadiens n'ont que 2 choix, périr ou partir. Dorénavant, les Orcades deviennent une escale de choix pour la conquête espérée de l'Écosse. Les Hébrides, déjà visités, sont la cible de choix des pillards. La population viking des Orcades ne cesse de croître dans les années qui suivent. La Scandinavie accuse alors un accroissement démographique et beaucoup d'émigrants font le voyage pour les Orcades conquises. En 806, un puissant raid sur les Hébrides est organisé. Sur l'île de Iona, il massacre 68 personnes, dont bon nombre de moines. Les habitants survivants sont épouvantés. Et comme dans les Orcades 4 ans auparavant, ils quittent l'île. La communauté monastique d'Iona suit ce mouvement de fuite. Elle abandonne le monastère et se réfugie en Irlande. Les années qui suivent 806 voient se produire d'autres attaques ponctuelles sur toutes les côtes de l'île de Grande-Bretagne. Localement, les Vikings inaugurent une nouvelle tactique. Avec leurs navires, ils forment un cercle. Ces enclos à bateaux, appelés longues portes, constituent une forteresse côtière viking, utilisée comme tête de pont pour les raids en profondeur. Ils peuvent ainsi y hiverner en attendant les nouveaux contingents qui arrivent au printemps.
Ce n'est pas encore une installation en terre étrangère, mais cela en prend la forme. En 808, les Vikings fondent Hedeby dans le sud de la péninsule du Jutland. Elle servira de base pour les Vikings danois. En 810, Louis le Pieux, encore roi d'Aquitaine, son père Charlemagne ne meurt qu'en 814, fait fortifier l'embouchure de la Charente. En 813, l'île de Boin en Vendée, voisine de Noirmoutier, est pillée et incendiée. En 816, les Scandinaves installés en Asturie combattent à nouveau aux côtés du roi de Pampelune contre les Sarrasins. L'année 820 voit une attaque victorieuse décisive des Vikings installés aux Hébrides contre l'Irlande. C'est alors qu'ils s'y installent ainsi que sur l'île de Man au milieu de la mer d'Irlande. Leurs homologues continentaux tentent de débarquer sans succès en Flandre et en baie de Seine. Ils sont refoulés par les troupes de Louis Ier le Pieux. Par contre, une nouvelle attaque contre l'île de Noirmoutier est réussie. À partir de 820, les Vikings contrôlent toutes les îles britanniques du Nord, des Shetland aux Hébrides en passant par les Orcades, plus l'île de Man en pleine mer d'Irlande. De par ces positions, ils assurent un blocus maritime à toute l'Écosse et ont l'Irlande en ligne de mire. Si bien qu'en 823, aucune côte irlandaise n'est épargnée puisque les Vikings se manifestent jusqu'aux îles Scaling à l'extrême sud-ouest de l'Irlande. En territoire carolingien, c'est Louis le Pieux, seul survivant de sa fratrie, qui hérite de l'empire de son père Charlemagne en 814. Charlemagne avait accueilli Harald Clac en 813, chassé par la lignée royale légitime à laquelle il avait ravi le trône l'année précédente. Pour les Carolingiens, Harald est un atout de choix dans l'option de vassaliser le Danemark après la soumission de la Frise et de la Saxe. Louis le Pieux maintient le roi en exil à sa cour et, fidèle à la doctrine de son père, il poursuit les tentatives de christianisation des Danois. Il a bien évidemment le soutien pontifical. Le pape Pascal II autorise l'envoi en terre païenne d'Hébon de Reims pour mission évangélisatrice. Les efforts de Louis aboutissent en 819 à l'établissement d'Harald Clac sur le trône du Danemark. Mais celui-ci ne peut se débarrasser de la lignée royale légitime avec laquelle il est obligé de cohabiter. En 826, Harald Clac est baptisé en son palais danois à Igelheim. Louis le Pieux se fait le parrain d'Harald Clac. Sa femme, l'impératrice Judith, marraine de la femme d'Harald, et Lothaire Ier, le fils de Louis le Pieux, parrain du fils d'Harald, Godfried. Le roi danois reçoit de l'empereur Louis le Pieux une chlamyde ornée de pourpre et d'or, une couronne et un baudrier. Harald Clac reçoit la concession du comté de Rustringen en Frise pour qu'il puisse s'y réfugier s'il devait éventuellement être de nouveau chassé de son pays. Louis espère qu'Harald Clac parvienne à imposer la chrétienté. Malheureusement, Harald est de nouveau chassé dès 827 et Auric, le seul survivant de la lignée royale légitime, reprend le contrôle du Danemark jusqu'en 854. Harald Clac, à présent chrétien, se réfugiera dans les terres franques de Frise, octroyées par l'empereur, et y finira honorablement sa vie. Par la suite, Louis le Pieux doit faire face à des intrigues au sein de son palais au sujet des successions. En effet, conscient de la faiblesse de la coutume franque, Louis avait rejeté son principe fondamental, celui qui concerne le partage héréditaire des terres. Pour cela, il abandonne symboliquement le titre de roi des Francs pour ne garder que celui d'empereur, marquant ainsi sa détermination à se rapprocher du concept ecclésiastique de pouvoir temporel sur tout l'héritage de Charlemagne, et indiquant l'ouverture d'une dynastie pleine et entière transmise uniquement de fils aînés en fils aînés. Les intrigues de palais aboutissent à une première révolte en 830. Pépin Ier et Louis II le Germanique s'emparent du palais impérial. Lothaire Ier revient d'Italie pour maintenir le patriarche au pouvoir, mais sous son contrôle d'empereurs associés.
La fatalité n'est pas contournable et Louis le Pieux sera destitué en 833. Cela indique deux choses en ce qui concerne notre affaire. D'une part, que les Danois et les Francs entretiennent des relations avec une certaine ingérence franque en faveur des indépendantistes danois au détriment des loyalistes. D'autre part, que les guerres familiales dans le clan carolingien affaiblissent les frontières et particulièrement les littoraux. Que peuvent espérer de mieux les Vikings? Ainsi, en 828, en Aquitaine, Pépin Ier, gouverneur pour le compte de son père l'empereur Louis Ier dit le Pieux, est incapable de contrer les Scandinaves. Il ordonne l'évacuation des îles d'Aquitaine comme Ré, Oléron et Noirmoutier, cette dernière étant attaquée 3 fois cette année-là. L'abbaye Saint-Philibert sera finalement abandonnée lors du raid de l'année suivante. Puis, en 830, Noirmoutier est de nouveau la cible d'un pillage. En 833, Lothaire Ier renverse son père qu'il tenait sous son contrôle. Pour cela, il fait appel à des mercenaires danois qui viennent intégrer son armée. Les Scandinaves se familiarisent aux techniques de combat franques. L'année suivante voit la première attaque menée à l'intérieur des terres de l'Empire carolingien, contre Dorestad sur le Rhin. C'est le début de la première vague d'invasion. En effet, à cause de l'importance de son centre de commerce, Dorestad attire l'attention des Vikings depuis quelque temps. Cette ville portuaire fluviale ouvre la voie à toute la Germanie. Elle sera pillée régulièrement en 834, 835, 836, 837, 846, 847, 850, 857 et 863. Pour ce premier raid de 834, les Danois mettent les moyens. On estime à 7000 Vikings le contingent viking qui participe à ce premier raid. Après la cession de la ville en 850 par Lothaire Ier, la ville deviendra, à partir de 863, le centre du pouvoir de la principauté viking de Dorestad jusqu'en 885. Ce sera la première grande acquisition viking en terre franque. Elle se fait au détriment de la Lotharingie du Nord, autre nom de la Francie moyenne, dirigée par Lothaire II. En 835, les Vikings pillent Dorestad pour la deuxième fois donc. Ils poussent jusqu'à Anvers sur l'Escaut et jusqu'à Huitla sur la Meuse, les principales places commerciales franques. Les butins sont conséquents et Lothaire Ier commence à s'inquiéter sérieusement. D'autant plus que ses deux frères, Louis II le Germanique et Charles II, dit le Chauve, se réjouissent des déboires de leur frère aîné. Des Vikings s'installent à demeure sur l'île de Noirmoutier, évacuée sur recommandation de Pépin Ier d'Aquitaine dès 828. L'occupation n'est que partielle. L'abbaye bénédictine de Saint-Philibert arrive à maintenir une cohabitation risquée avec les arrivants. Dans le même temps, les Vikings prennent position à l'embouchure de la Tamise et font un raid sur l'île de Sheppey, dans le Kent. C'est la première incursion majeure en terre anglaise. Au large de l'Écosse, les Vikings construisent des fortifications dans les Orcades et aux Hébrides. L'archéologie confirme la dimension militaire de ces installations. En 836, Egbert, roi du Wessex, affronte les Danois à Carhampton sur le littoral du Somerset, mais il ne parvient pas à les chasser. Sur place, les Vikings trouvent des alliés de circonstance avec les Britons locaux face à leur ennemi commun, les Saxons. Pour les Britons de Cornouailles, les Saxons sont des ennemis héréditaires depuis la grande époque du roi Arthur. En 838, Egbert bat finalement les Vikings danois et leur allié breton de Cornouailles, à Inkstone Down, à la frontière du Devon, près de l'ancienne Exeter. L'année d'après, en 839, des Varegs atteignent Constantinople via les fleuves et lacs russes, mais la ville trop imposante n'est pas attaquée. Elle ne le sera qu'en 860. En 840, en Angleterre, les Danois sont vaincus à Southampton, mais remportent une victoire à Portland,
la même où ils avaient débarqué lors du troisième raid en 787. C'est dans l'hiver 840-841 que l'on fait remonter les premières traces d'établissements vikings en Irlande, à Dublin, où ils mettent en place un petit royaume scandinave autour du port et s'installent également à Cork et Limerick. Grâce aux enclos à bateaux, que l'on nomme Longport, notamment à Annagassan et à Dublin, les Vikings pénètrent désormais profondément à l'intérieur des terres en remontant des fleuves comme la Shannon. L'Irlandais Maelshnel les combat jusqu'en 845. C'est en 841 qu'a lieu la première remontée de la Seine. Les Vikings pillent Rouen et sa cathédrale. Ils détruisent les abbayes de Jumièges et de Saint-Vendrille dans le diocèse de Rouen. D'autres bandes vikings s'installent sur l'île de Walcheren à l'embouchure de l'Escaut, tandis que d'autres font des raids sur Romemarsh dans le Kent. Lothaire Ier cède l'île de Walcheren avec la liberté de piller les peuples voisins de Francie occidentale et orientale. Ce qui en dit long sur les rapports tendus qui existent entre les trois fils de Louis Ier le Pieux, décédé l'année précédente. C'est ainsi que les Vikings danois s'en donnent à cœur joie. En 842, ils opèrent le second pillage de Jumièges. Quant aux Vic, dans le Pas-de-Calais, principal port de commerce franc à destination de la Grande-Bretagne depuis l'abandon du port de Dorestad, subit le même sort. La pauvre Dorestad était sous les coups réguliers annuels des Vikings à partir de 834. En 843, année du traité de Verdun, nous l'évoquerons plus loin, les Vikings prennent, pillent et incendient Nantes, principal port sur la Loire, ainsi que sa cathédrale. L'évêque Goar est massacré avec ses paroissiens. Après leurs méfaits, les Vikings emportent leur butin à Noirmoutier où ils sont installés depuis 8 ans. La même année, les Vikings du chef Hasting tentent une offensive par voie de terre en Ille-et-Vilaine. Ils seront repoussés à la bataille de Messac qui voit la victoire de Renaud de Nantes et de ses alliés. Le comte Lambert de Nantes et le breton Nominoé, premier souverain d'une Bretagne unifiée et indépendante de 845 à 851, en conflit avec Charles II le Chauve. En 844, pour la première fois, une flotte viking remonte la Garonne. Agen, place forte gasconne, est prise. Les Vikings poursuivent jusqu'à Toulouse. 844 est aussi l'année du premier raid viking sur Séville, en Espagne. Le raid est repoussé par Ramire Ier, allié à Abdalrahman II. Lisbonne, au Portugal, est elle aussi assiégée, mais résiste aux assaillants.